Alors, ma présentation, je suis un automaticien, donc l'intérêt de ma présentation est double. La première, elle est scientifique, la deuxième, elle est pédagogique. J'ai toujours dit que c'est intéressant dans un département, dans une faculté des sciences, de voir comment peut-on utiliser l'automatique et le génie des procédés ensemble. Et je pense que c'est important. Le seul laboratoire qui a existé, c'était le LAGEP, laboratoire d'automatique et génie procédé de Lyon. Et ça a donné, c'est un laboratoire très connu dans ce domaine. Et il y a une interaction assez forte entre ces deux communautés. Alors moi, je suis automaticien, mais j'ai travaillé toute ma vie dans la chimie, la pétrochimie, l'aspect contrôle et l'aspect supervision. Je suis un enfant de l'INH, donc c'est évidemment quelqu'un qui connaît très bien le process. Et en France, j'ai continué à travailler. C'est sans doute ça qui a fait ma carrière. Et donc, je vais essayer d'être très pédagogue pour essayer de vous expliquer ces aspects de la conception intégrée des systèmes de supervision. C'est vrai que j'ai une expérience aussi dans l'administration, puisque j'étais très longtemps directeur de la recherche et des relations internationales. Alors, voilà, j'ai beaucoup publié en dehors des publications classiques dans le domaine qu'on voyait très process, Modeling and Simulation in Thermal and Chemical Engineering. J'ai eu la chance en 1996 de rencontrer l'un des fondateurs de cette théorie, qui s'appelle Jean Thomas, que Dieu ait son âme. J'ai écrit ce bouquin qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière. Ensuite, il y a un certain nombre de bouquins avec des collègues. Et puis, vous voyez un logiciel que je vais présenter aussi, que nous avons développé dans le domaine du process. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est vraiment dans un contexte bien défini. Ce sont les résultats d'un ensemble de projets européens et industriels. Le premier, qui s'appelle Chem Project, c'est un projet européen sur comment mettre en place des outils d'aide à la décision dans le processus chimique, avec des applications sur de vrais process. Le deuxième, sur plutôt l'hydrogène vert, c'est-à-dire sur comment peut-on, à partir de l'hydrogène, produire des produits chimiques à haute valeur ajoutée. Et puis ces derniers temps, ça va me permettre d'aller jusqu'à ma retraite, projet qui s'appelle Electrolife, qui va aller jusqu'à 2028, sur comment augmenter la durabilité des électrolyseurs. Ça coûte très cher, les électrolyseurs. Et donc, comment augmenter leur durabilité. Voilà, très rapidement. Alors, le mot supervision, alors dès qu'on dit supervision, voilà, je vois d'en haut, mais la supervision, ce n'est pas uniquement l'interface que vous voyez. La supervision, il y a beaucoup d'algorithmiques, beaucoup de process, et beaucoup, évidemment, de l'IA et de l'informatique maintenant. Donc, quand on dit supervision, c'est un ensemble d'outils qui va aider l'opérateur dans deux situations, ce qui est important, dans deux situations. Situation normale pour l'optimisation et situation anormale quand ça ne va pas, quand il y a des défauts. Mais en plus, qu'est-ce qu'il faut faire derrière? Donc finalement, dans l'aspect supervision, il y a deux principales activités. Une activité qui s'appelle détection, localisation de défauts, qui est très compliquée, mais je vais essayer sans aucun doute de vous expliquer cet aspect, même pour les profanes. Et un aspect qui reste encore dans la recherche, ce qu'on appelle la commande tolérante aux fautes. Qu'est-ce que je dois faire quand il y a un souci? Je suis dans un avion, ça ne va pas, le pilote est souvent perdu. Il y a des outils intelligents qui permettent de l'aider. Et c'est la même chose en chimie et en pétrochimie. Alors il y a beaucoup de logiciels de supervision. Je ne sais pas s'il y a les industriels ici. Voilà, sans doute la Mercedes, j'allais dire, des outils de supervision, c'est InTouch. InTouch, qui est un peu j'allais dire, l'aspect, qui aujourd'hui on l'appelle Aveva. C'est sans doute le plus cher, mais c'est le plus complet. Ce sont des outils de supervision. Et ceux qui font de la recherche, c'est souvent MATLAB Simulink ou bien DSpace. Alors, comment peut-on concevoir? C'est là où il y a quand même beaucoup de recherche. Je vais essayer de vous expliquer cet aspect d'analyse structurelle. Quand on veut concevoir une raffinerie ou un système pétrochimique, on commence tout à zéro. On n'a rien. Des choses qu'on doit mettre offline.
c'est-à-dire avant conception de notre système. On fait ce qu'on appelle, et donc nous avons d'abord ce qu'on appelle les PID. Attention, les PID, c'est le plan des instruments détaillés dans notre process. On commence par les AMDEC, analyse des modes de défaillance et de l'électricité. Je suis dans une raffinerie. Quels sont les équipements, les éléments les plus pertinents à surveiller parce qu'il y a des risques? Le deuxième, quand on a cette liste des équipements pertinents, on va sur l'analyse structurelle. Alors ça, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de théories sur ça. Si je prends une équation, je ne sais pas, de Bernoulli, ou bien d'Arrhenius, c'est une équation qui lie donc la température et un certain nombre de paramètres et la vitesse de réaction. Alors, dans un modèle quelconque, souvent quand on parle d'analyse structurelle, n'importe quel modèle peut être considéré comme étant, d'un point de vue graphique, constitué de deux parties. L'ensemble des équations et l'ensemble des variables. Et l'analyse structurelle ne s'intéresse qu'à la liaison ou non d'une variable avec cette variable. Pour les étudiants qui sont intéressés, pour aller sur mon site, il y a tout un cours sur les Master 2 sur cet aspect d'analyse structurelle. Et cette analyse structurelle, je n'ai pas besoin à ce niveau de valeur numérique des paramètres. Et je peux vous dire, cette partie peut être surveillée, cette partie ne peut pas être surveillée, combien de capteurs il faut, etc. Et donc, voilà. Donc, à ce niveau, je n'ai pas besoin de capteurs. Et donc, quand j'arrive à ce niveau, je peux dire à l'industriel, écoutez, cette partie, si vous voulez la surveiller parce qu'il y a risque d'explosion ou autre, vous devez mettre des capteurs supplémentaires. Si c'est oui, je vais aller vers une deuxième phase que je vais vous présenter. Sinon, je dois rajouter les capteurs. Mais ça coûte cher, les capteurs. Voilà. Donc, ça s'appelle un placement de capteurs. Quand j'aurai fait donc terminer cette partie, je passe en exploitation. Maintenant, je suis en exploitation pour faire ce qu'on appelle le diagnostic. Et là, il y a plusieurs aussi aspects de recherche. Il y a le premier aspect, c'est le diagnostic en ligne. Comme vous voyez ici, il y a cette... mais c'est pas grave. Il y a l'interface de supervision, que vous voyez, la liste des alarmes. Et ensuite, le pronostic. Voilà un travail de recherche qui aujourd'hui, ça ne fait pas longtemps qu'il est mis en place. S'il n'y a pas une complémentarité entre les chimistes, les pétrochimistes, les mécaniciens, les automaticiens ne peuvent pas aller plus loin. Et ça, vous avez parlé beaucoup de catalyseurs. Je suis en train de reviewer une thèse. Il y a un truc très intéressant sur les catalyseurs. Parce que dans les systèmes, surtout à hydrogène, les membranes sont très sensibles et on essaye à partir du catalyseur de voir les réactions profondes sur comment se fait la dégradation de cet équipement, exemple de la membrane. Et donc là, il faut un aspect très fort en chimie qui va aider l'automaticien, lui, pour quoi faire? Estimer la durée de vie de ce système. Il va te dire, il y a une durée de vie d'une année, de 2 ans, de 3 ans, etc. Ça s'appelle le pronostic, souvent aidé par l'intelligence artificielle. Et ensuite, après avoir fait ça, je passe à un autre aspect, qui est ce qu'on appelle recovery decision, ou bien le recouvrement. Qu'est-ce que je dois faire derrière si j'ai un élément qui est dégradé? Comment je peux éventuellement le ramener à son fonctionnement optimal? Voilà, ensuite, je vais maintenant vers l'interface de supervision. Alors la supervision, les industriels, souvent, il faut un seuillage, maximum, minimum. Dans une supervision, il y a plusieurs fonctions. La première, ce que vous voyez ici, surveillance et les alarmes. Ce qu'il y a en bas, en rouge, c'est la gestion des alarmes, c'est-à-dire l'affichage, et le monitoring. Le monitoring, alors souvent les industriels te disent supervision, monitoring. Non, le monitoring, c'est le premier niveau. Un technicien peut le faire. C'est juste les capteurs qui arrivent, et puis les afficher sur les interfaces. Ce qui est très compliqué, c'est ce que vous voyez sur les courbes. Derrière, il y a un certain nombre de courbes de gestion de ces données pour prendre des décisions intelligentes. Et donc, il y a évidemment beaucoup de problèmes. Est-ce que c'est une alarme? Vous avez tous un véhicule, ça commence à clignoter, quelquefois ça vous énerve. Parce qu'on ne sait pas si c'est une vraie alarme ou pas. Et le danger, tu dis non, c'est pas une alarme. Et quand c'est réel, ça va vous faire des dégâts. Et donc ça, c'est toute la théorie statistique pour savoir si vraiment c'est une alarme ou pas. Le deuxième, ok, ça clignote dans ta voiture, mais quelle est l'origine de la faute? Là aussi, on ne sait pas. Ok, on connaît l'origine de la faute, qu'est-ce que je dois faire après? Ce sont tous ces aspects qui sont des recherches ouvertes.
Et donc, comment on fait maintenant un système de supervision, alors de diagnostic? Ils sont tous basés sur un seul outil. Je compare le système réel avec un modèle. Le modèle peut être quelconque. Il y a deux grandes familles, très rapidement. Soit des modèles à base d'équations, ce qui est toujours compliqué, soit des modèles à base de traitement signal ou de l'intelligence artificielle. Les deux ont avantages et inconvénients. Je vais vous parler ensuite derrière, aujourd'hui, les limites de l'IA. On a l'impression que l'IA fait tout. Il ne fait rien sans vous, les chimistes. Je vais en parler derrière. Et donc, les méthodes à base de modèles, c'est bien, parce qu'il faut des équations, et j'ai tout, et je n'ai pas besoin de faire des expériences, mais c'est difficile de les avoir. Les méthodes sans modèle, à base de l'intelligence artificielle ou autre, c'est bien, mais c'est une boîte noire. Il n'y a pas que ça. Je dois faire les expériences sur mon système pour que je puisse détecter et isoler les fautes. En deux mots. How it works, voilà comment ça fonctionne. N'importe quel système. Si vous avez un modèle, je compare, vous voyez, je compare un modèle nominal avec les capteurs, avec les informations issues des capteurs, et je vais générer ce qu'on appelle un indicateur de faute. Je vais expliquer qu'est-ce que c'est. Quand j'ai généré cet indicateur de faute, je dois dire si c'est vraiment une alarme ou pas, puis je dois savoir où se trouve l'origine de la faute et quel est le type de faute. Je vais donner un exemple médical pour comprendre. Quand je fais sur l'intelligence artificielle, c'est la même chose, à la différence que j'ai besoin d'abord des capteurs pour faire ce qu'on appelle de l'apprentissage. Et là, je dois le faire en mode défaillant et en mode normal, ce que vous voyez ici. Donc je fais de l'apprentissage automatique. Ensuite, quand j'ai un certain nombre de classes, je vais les comparer avec le système réel pour faire une classification de ces fautes. Je vais vous faire un truc. C'est ma femme qui m'a beaucoup aidé, mais ça vous permet de comprendre, parce qu'elle est médecin, qui va comprendre qu'est-ce que c'est le diagnostic. Quand vous allez chez le médecin, il va vous dire directement, et il va prendre votre température. Et il va comparer votre température avec son modèle. Son modèle, c'est 37 degrés. Mais 37,4, on est malade ou pas? 36,4, on est malade ou pas? C'est là toute la question. Et donc, ça permet de dire déjà qu'il y a une alarme, c'est-à-dire qu'on est malade. Ensuite, il va vous dire, alors il y a des médecins intelligents, enfin forts, disons, d'autres non. Il va vous donner à faire un certain nombre d'analyses pour retrouver l'origine de votre maladie. Ça, c'est l'aspect très simplifié. Maintenant, voilà, je suis un médecin et puis j'ai un genou gonflé qui arrive. Le médecin, il se dit, tiens, la température, elle est plus de 38, donc il y a une fièvre. Et puis, c'est rouge, mais il n'y a pas eu de traumatisme. Alors le médecin, il va se dire, tiens, c'est pour vous introduire la technique avec l'aspect médical. Alors, est-ce que c'est une phlébite? Est-ce que c'est une érysipélis? Ce sont des maladies, tout simplement d'inflammation du genou. Alors, il ne sait pas. Il va commencer à raisonner. En technique, on utilise une matrice. Et cette matrice s'appelle une matrice de signature de Panne. Regardez, très intéressant. Sur cette matrice, vous voyez, phlébite, l'érysipélis, qui est aussi une maladie, et l'arthrose. Et vous avez la fièvre, et vous avez, tout simplement, le genou qui est rouge. Il ne peut rien faire. Il ne saura pas. Pourquoi? Parce que la fièvre, elle est sensible à la phlébite, elle est sensible à l'érysipélis, et elle est sensible au rhumatisme. Idem que je vois que c'est rouge. Donc, il va vous dire, ah non, je ne peux pas faire. Il va vous dire, hop, allez-y faire d'autres analyses. CRP et NFS, qui sont plus sensibles à l'inflammation et l'infection. Je vais augmenter ma matrice, vous voyez, où l'intelligence artificielle peut être. Je vais augmenter ma matrice, et vous voyez une chose intéressante, c'est des maths, mais c'est vraiment un raisonnement que le médecin fait, mais sans savoir que c'est quand même des mathématiques profondes. Vous voyez que la phlébite ici, elle est sensible à la fièvre. Il y a bien sûr le genou qui est rouge. CRP n'est pas sensible à la phlébite, idem NFS, mais sensible à l'autre maladie. Et vous voyez, je compare d'un point de vue algorithmique et mathématique des signatures 1, 1, 0, 0 et que des 1. Je ne peux pas. Vous voyez, donc je fais la différence d'un point de vue mathématique. C'est peut-être la phlébite, parce que il y a une signature 1, 1, 0, 0 qui est unique. Il est sûr que c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe dans la technique. Et il peut même vous dire, celle-là, elle est très différenciable par rapport à une autre ou pas. On utilise ce qu'on appelle la distance de Hamming. Il va comparer deux vecteurs, et je vois que
le diagnostic, si vous voulez, du rhumatisme, il est fortement différenciable par rapport à la phlébite et par rapport à l'ersipilis. Voilà comment cela se fait d'un point de vue. Et donc, ce sont des indicateurs de faute, mais d'un point de vue mathématique, c'est-à-dire, c'est une matrice booléenne qui est égale à 1. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on s'en fout, mais ça permet aux étudiants de comprendre. Je vais laisser c'est transparent aux étudiants pour un peu expliquer ça. Mais je vous donne un exemple très simplifié. Souvent, je le fais en interaction, et vous allez comprendre cet aspect. J'ai un système très simple, hydraulique pour le moment, voilà, et j'ai un certain nombre de capteurs. Et je vous dis, j'ai pour le moment que des capteurs redondants. Je mets 2 capteurs. Si j'ai que 2 capteurs qui mesurent la pression, je peux, c'est très compliqué. Je peux savoir juste s'il y a une faute ou pas, si les 2 capteurs n'indiquent pas la même chose. Si je mets les 3 capteurs, je peux savoir quel est le capteur défectueux. Mais si je vous pose tous questions, je vous dis, s'il y a une fuite, est-ce qu'avec ces capteurs, je peux la détecter? C'est une question posée. Vous allez me dire oui, sans doute. Eh bien non, on ne peut pas. On ne peut pas, parce que vous allez me dire oui. Moi, souvent, je dis oui, monsieur, on peut, parce que je dis si, oui, mais si je dis si, j'utilise un modèle mathématique. Avec donc, dans l'industrie, on utilise beaucoup de capteurs, juste, qu'on appelle la redondance matérielle, pour être capable de détecter des défauts, uniquement capteurs. Donc je vais maintenant à la physique. Mon système qui est là, c'est un système hydraulique. Vous êtes tous génie procédé, donc très fort dans les équations. Et donc je vais écrire l'ensemble des équations de mon système. Vous voyez les premières équations en haut qui sont le modèle dynamique, ce sont des équations de balance, entrée-sortie est égal à 0, et j'ai écrit les équations pour chaque composant. Vous voyez, c'est tout simplement l'équation de balance de mon réservoir, et puis les équations du réservoir, les équations de la vanne, et c'est ce que vous voyez en bas, measurement equations, sont les équations de mesure. Je reviens aux mathématiques. Dans un système, si vous n'avez aucun capteur, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez jamais savoir l'état du système. Parce que d'un point de vue mathématique, c'est un système d'équations. Vous avez un système d'équations. J'ai soit aucune solution, si j'ai plus d'inconnus que d'équations, là rien, soit une seule solution, c'est-à-dire le nombre d'équations est égal au nombre d'inconnus, ou bien plusieurs équations. Plusieurs solutions. Je n'ai plusieurs solutions que si j'ai des capteurs. Parce que ces capteurs, un capteur rajoute une équation, mais ne rajoute pas de variable inconnue. Le système devient redondant ou surveillable. C'est tout cet aspect de théorie qui va me permettre en effet de détecter et isoler la faute. Et donc, j'ai 5 équations, j'ai 3 variables inconnues, je peux avoir ce qu'on appelle 2 indicateurs de faute. En un mot, c'est quoi? Une relation de redondance analytique est une équation où toutes les variables sont connues. Puisqu'elles sont connues, je peux les évaluer. Puisque je peux les évaluer, je peux voir un signal, tout simplement. Et donc, ce signal que vous voyez ici, je reviens à ce que j'avais dit tout à l'heure, ça me permet de faire cette fameuse matrice de signature de faute pour détecter et isoler le défaut. Et puis maintenant, je vais à l'implémentation en temps réel. Ce que vous voyez, vous avez le système, vous avez les capteurs, vous avez les résidus, et vous avez en face l'interface de supervision qui permet de comparer les signatures. Voilà. Évidemment, c'est un cours de 16 heures que je vous fais en quelques minutes. Alors, ça c'est l'une des méthodes qu'on appelle à l'aide des modèles de la redondance analytique. Il y a un autre qu'appelle les observateurs. Les industriels, génie procédé, adorent ça. Voilà pourquoi je reviens. C'est important de faire l'automatique avec les génies procédés. Vous savez que très rapidement, vous avez 2 réservoirs. Vous avez un seul capteur sur le premier réservoir. La question, est-ce que je peux, sans capteur, connaître la valeur de niveau du deuxième réservoir? Voilà, vous dites non parce que vous êtes du génie des procédés. Les automaticiens vous disent oui. Il y a ce qu'on appelle les observateurs, qui sont des capteurs logiciels, qui permettent d'estimer la hauteur du deuxième réservoir sans avoir un capteur. Ça s'appelle de l'estimation. C'est là où se trouve. Voilà pourquoi le LAGEP à Lyon sont très forts dans le domaine, parce que les gens du process,
font des modèles et les gens mathématiciens font ce qu'on appelle de l'estimation. Et bien si on peut faire de l'estimation grâce aux observateurs. Et on peut faire le diagnostic. Imaginez vous avez un modèle, vous allez estimer la variable de sortie, elle doit être comme ça. Maintenant si vous prenez le capteur, vous le comparez avec cette variable estimée, elle doit être égale à 0. Si elle n'est pas égale à 0, c'est qu'il y a un souci. Ça s'appelle la surveillance à l'aide des observateurs. Et puis, voilà, si j'avais donc sur cette application, je pourrais faire directement ainsi. Voilà. Très rapidement, j'ai un peu parlé de l'aspect théorique sans aller dans les détails. Vous voyez qu'il faut des connaissances fortes en mathématiques, automatiques, estimation et puis du process. Alors, quelques applications, on passe pour être un peu plus concret. Je vous disais que sur ce projet SHEM, donc c'est l'intégration d'un ensemble de boîtes à outils avec des applications variées. Alors on avait un certain nombre d'applications sur un cracking catalytique, sur un générateur de vapeur, sur le produit de l'urée en Pologne et puis sur des hauts fourneaux. Et donc on a fait un test d'une façon assez intéressante. On était dans un amphi. Il y a quelqu'un qui a introduit un défaut. Ce que vous voyez ici, TB, c'est Toolboxes, les différentes boîtes à outils, et on essaye de comparer les différentes approches pour prendre une décision. Ça permet de savoir quelle est la meilleure méthode. Je peux vous dire qu'en conclusion, il n'y a pas deux méthodes, il n'y a pas la méthode. C'est souvent l'intégration d'un ensemble d'outils. Et donc, voilà un peu très rapidement. Voilà une boîte à outils développée par Toulouse qui s'appelle SALSA, comme Situation Assessment Using Lambda. Lambda, c'est tout simplement Language Model for Dialogue Applications. Comment ils font? Vous avez un process, il y a plein, voilà. Et il y a des tendances. Il va essayer de remplacer, vous voyez ici, cette tendance du signal par soit une droite, soit un drift, c'est-à-dire. Et donc, finalement, il va avoir comment doit se comporter le système ou bien le process sur une fenêtre donnée, en remplaçant ces tendances par des courbes standards. Ensuite, vous voyez ce que vous voyez ici à droite, ça c'est il le fait offline, ensuite en ligne, il va comparer. Si le process ne suit pas cette tendance, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, dire il y a un défaut quelque part. L'avantage, c'est évidemment, je n'ai pas besoin ici de modèle mathématique, mais j'ai besoin d'apprentissage. L'autre, développé par des Finlandais, c'est les techniques qu'on appelle Multivariate Statistical Process Control. Ce sont des méthodes statistiques qui permettent de voir s'il y a une déviation très forte d'une variable pendant le fonctionnement du système. Et donc ce que vous voyez ici, c'est vraiment l'interface. Donc offline, c'est-à-dire hors ligne, je fais l'apprentissage et je sais où sont les différentes classes. Ensuite, je vais voir si l'ensemble des points se trouve dans une zone définie. C'est pas toujours simple, parce que quelquefois les points sont à cheval entre deux régions. Donc il faut prendre la bonne décision. Et ce qu'on a, nous, développé, je vais très rapidement vous parler aussi de ça, et c'est un logiciel que nous avons développé donc avec moi-même et Arun Kumar Samantare, qui est un Indien de IIT, et un professeur qui s'appelle Marcel Starosvich. Alors, comment on fait? Je me base sur l'architecture du système, je vais générer, vous allez voir, l'ensemble des équations dynamiques et monitorability analysis. Ça veut dire je saurai maintenant, vous voyez, tout à l'heure la signature ou bien la matrice que je vous ai montrée, je peux la générer automatiquement grâce à ce logiciel. Ça a fait partie d'une thèse de 3 ans. Alors, pour cela, c'est basé sur une théorie. Les gens qui me connaissent savent que je suis un passionné des bandes graves parce que j'aime le process. Et c'est vraiment un module pour moi indispensable pour les gens qui font la mécatronique, le génie procédé, etc. En un mot, c'est un langage qui me permet de modéliser n'importe quel système physique en utilisant un seul langage. Et j'explique aux étudiants les réactions chimiques grâce à ce langage. Ah tiens, finalement, c'est très simple. Voilà. Et je leur dis pourquoi la réaction chimique s'arrête, etc. Ben oui, parce que si vous prenez une résistance,
en électricité, vous avez une résistance, vous avez le courant, vous avez un différent de potentiel. Le courant s'arrête quand les différents de potentiel sont égaux. En réaction chimique, c'est aussi la même chose. Les réactions chimiques s'arrêtent quand les potentiels chimiques ou les affinités chimiques sont égales à un certain moment. Et donc ça permet de modéliser très facilement l'ensemble de ces systèmes. Je vais essayer aussi, un cours de 16 heures, de le faire sur un transparent. Si vous avez un système, un moteur par exemple, que je couple avec une charge, ils vont échanger la puissance. Et cette puissance, je la représente par une demi-flèche. Voilà le mot bande graphe. Et donc cette demi-flèche, sur cette demi-flèche, il y a deux variables. Ces variables sont l'effort et le flux. Ça par contre, les gens du génie procédé connaissent, pas les automaticiens, c'est la variable intensive et la dérivée de la variable extensive. Ce qui est intéressant, c'est que le produit de ces deux variables est toujours une puissance. Maintenant, je vais sur n'importe quel système. Regardez bien ce que j'ai mis ici. Si j'ai de l'hydraulique, pression, débit volumique. Si j'ai de l'énergie thermique, c'est température, flux de chaleur. Si j'ai électricité, tension, courant. Si j'ai de la convection dans la thermique, il y a la conduction, la convection, c'est température, flux d'enthalpie. Si je suis en chimie, c'est potentiel chimique, flux molaire. Et avec ça, je peux modéliser n'importe quel système. Et ça aussi, bon, pas beaucoup de temps de parler, mais sachez qu'en chimie ou un autre, il n'y a pas plus que 3 phénomènes. Si vous en trouvez, on peut faire un article ensemble. Il y a les éléments résistifs, c'est-à-dire de dissipation d'énergie, les éléments capacitifs qui sont stockage de l'énergie potentielle et les éléments d'inertie, stockage de l'énergie cinétique. Si vous avez d'autres, on peut faire, c'est vraiment, voilà, que ça, et les R sont décrits par une équation algébrique, les C et les I sont décrits par des équations intégrales. Et l'ordre de l'équation différentielle de n'importe quel système, linéaire ou non linéaire, est égal à la somme des éléments dynamiques. Si je prends un circuit, exemple RLC, c'est 2 parce qu'il y a la capacité à la bobine. L'équivalent, c'est masse-ressort, c'est évidemment aussi l'inertie due à la masse et le ressort pour le stockage de l'énergie potentielle. Mais il y a un autre aspect, là par contre il faut du temps, ce qu'on appelle la causalité. Quand je dois simuler mon système, il faut faire ce qu'on appelle un niveau algorithmique, c'est-à-dire x égale y est différent de y égale x. Pour faire la simulation du système, l'ordinateur il est idiot, donc il travaille d'une façon idiote, il y a un ordre de calcul, et cet ordre de calcul doit être fait par les causalités. On ne va pas en parler en détail. Et donc, je reviens à logiciel. Imaginez que vous avez un process quelconque et vous devez le construire. Premièrement, je vais connecter les différents systèmes. Vous voyez, je connecte ici, exemple, une pompe, un réservoir, une vanne et une chaudière. Et puis, je mets évidemment les capteurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi derrière beaucoup d'informatique, qu'il faut ce qu'on appelle la grammaire de cette connexion. Regardez bien cette animation. Si je mets 2 réservoirs ensemble, ça ne marche pas. Est-ce que je peux connecter 2 réservoirs ensemble? Non. Parce qu'il faut bien qu'il y ait une résistance au milieu. Ben oui, c'est-à-dire une conduite. Une conduite, c'est une résistance, puisque c'est l'équation de Bernoulli qui lie la pression et le débit. Et donc, le logiciel vous dire non, la connectivité est faute. Voilà, c'est juste un peu pour expliquer. Et donc ensuite, j'ai une librairie de modèles. Vous voyez, alors il faut maintenant les classifier. On les a classifiés en process, les régulateurs, les capteurs, les sources. Sur les process, si je vais en chimie, vous avez plusieurs process. Vous avez toujours que 3 process, types de process. Des process où vous avez des stockages d'énergie, des process de stockage d'énergie cinétique, si vous avez une conduite, un gazoduc, c'est-à-dire il y a la cinétique, et vous avez des éléments résistifs. Un échangeur de chaleur est un élément résistif, puisque j'ai l'équation Q égale K delta X, qui est l'équivalent U égale RI. S'il y a un stockage d'énergie, ben je rajoute un élément C. C'est juste. Alors voilà, j'ai voilà les process. Alors les process, ça aussi, ils peuvent être chimiques, peuvent être juste hydrauliques, ils peuvent être thermofluidiques. La complexité est évidemment plus grande. Voilà, donc j'ai l'ensemble de ces éléments, je ne vais pas aller dans tous ces détails. Ensuite, j'ai construit, vous voyez ici, j'ai construit le modèle architectural et derrière, je peux générer automatiquement les équations.
Et ce logiciel, puisque j'ai une boîte à outils, souvent je le donne aux étudiants pour pouvoir l'utiliser. Mais, vous voyez ce que vous voyez ici dans le modèle architectural, ce qu'on appelle le plan des instruments détaillés. C'est un modèle vivant, parce que à chaque élément correspond un modèle. Et vous voyez ici que dans ce modèle bande graph, il y a plusieurs entrées, plusieurs sorties. C'est normal. Dans un réservoir, je peux avoir plusieurs entrées. Et en sortie, c'est quoi? C'est la connexion avec d'autres éléments. Voilà. Et donc, je fixe ce qu'on appelle technical, ou bien le cahier des charges, qu'est-ce que je veux surveiller, et automatiquement, je peux avoir cette fameuse matrice du médecin. Et je vois ici que, vous voyez, dans cette matrice, c'est une matrice tout simple. Il y a les indicateurs de faute et les défauts que je vais surveiller. Et l'élément de la matrice est égal à 1 si et seulement si cet indicateur est sensible à cette faute. Sinon, c'est 0. Et il est isolable si et seulement si sa signature est unique. Et, exemple ici, cette vanne, je peux détecter, mais je ne pourrais pas isoler cette faute. Et qu'est-ce que je fais? Je reviens sur ce fameux logiciel, je vais venir placer, vous voyez, placer ici un capteur, vous voyez, je rajoute un capteur pour cette vanne, et je vais régénérer ma matrice, et je vois que ma vanne, elle devient isolable. Faut pas aller dans, voilà. Et donc on a fait cette application sur un processus de chaudière. Très intéressant aussi la chaudière. Si on ne connaît pas le process, les régulateurs vont complètement se tromper. Il y a un phénomène qui est très, très intéressant, qui s'appelle phénomène de tassement et de gonflement. Si on ne fait pas les équations, on a fait ce logiciel pour EDF, Électrice de France, pour les opérateurs. Pourquoi? Si je vous prends une chaudière, vous ramenez de l'eau froide, vous allez me dire, le niveau, il va augmenter. Il n'augmente pas. Il diminue, ensuite il augmente. Pourquoi il diminue? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le phénomène de tassement. Il y a les bulles qui vont d'abord se retracter. Et donc, le niveau va diminuer, ensuite il va augmenter. Mais le problème, le régulateur, il est trompé quand c'est comme ça. Et donc, il y a une instabilité. Ça, c'est le phénomène de tassement, le tassement, gonflement. Si la chaudière, qui est un générateur de vapeur, produit de la vapeur, s'il y a une forte charge, il va soutirer la vapeur. Là aussi, on va me dire, s'il soutire, le niveau va baisser. Non, il va d'abord gonfler, puis baisser. Voilà des équations très intéressantes qui peuvent aider l'élément intelligent qui est le régulateur pour dire, attention, t'inquiète pas, ça va gonfler, mais ça va redescendre. Donc le régulateur, tu lui donnes des informations. Entre parenthèses. Voilà un peu sur. Et donc, il faut résoudre un certain nombre d'équations, évidemment. Et donc, voilà, et donc j'introduis les défauts, et ça me permet ensuite de générer les fautes. Ça, ce sont les défauts, exemple, une fuite, etc., sur mon système. Là aussi, je fais, ça c'est très important, vous avez mon système, je fais les index. Les index, c'est quelque chose que les industriels connaissent. Et là, je vois que, vous voyez, index, voilà, je pense que vous connaissez tous un peu les index. C'est un arbre où je sais quels sont les défauts qui peuvent provoquer, exemple, l'explosion de la chaudière. Et donc, je dois les surveiller. C'est à partir de là où je fais mon système de surveillance. Et là, ce que j'avais dit, à partir de mon système, je vais générer mes équations et ma matrice de surveillabilité. Ensuite, vient les informaticiens. Je reviens toujours au génie procédé automatique. Il faut les informaticiens, il faut chevronner pour venir implémenter. Parce que tout paraît simple, mais quelquefois, même dans la science la plus haute, on dirait que je suis à bricolage. Exemple, quand tu fais une interface de supervision, souvent, tu as l'impression que c'est un défaut. Or, ce n'est pas un défaut, c'est furtif. Et ça, c'est l'informaticien qui vient, ça, donc, il programme en disant, si le défaut reste très peu, hop, il n'est plutôt pas un défaut. C'est entre parenthèses. Mais évidemment, tous les aspects. Alors, très rapidement, sur l'application d'un système de production d'hydrogène, ça, c'est mon équipe qui travaille dans le domaine de la production de l'hydrogène. Ça, vous voyez, il est composé vraiment de l'ensemble des éléments. Alors, j'ai la chance d'avoir un projet avec CETIF dans ce domaine, un projet Tassili, et donc c'est M. Badoud qui va arriver pour qu'on puisse faire ensemble justement, et vous serez tous invités si vous êtes intéressés. Nous allons faire un workshop au mois de juin sur tous ces aspects, un workshop avec Sonatrach, entre parenthèses. Donc ça, c'est une installation qui est composée du solaire, l'éolien, l'électrolyseur, la pile à combustible, avec toute son interface de supervision. Et donc,
le système de production de l'hydrogène vert est très compliqué. Hier, on en a un peu discuté. Parce qu'il est constitué par l'ensemble des sources, mais il y a beaucoup d'automatique, d'informatique, de l'intelligence artificielle pour le gérer. Parce que quand il y a quelquefois beaucoup de soleil, quelquefois il n'y a pas de vent, etc. Donc quand il y a assez d'énergie, je vais l'utiliser pour les besoins domestiques. La nuit, par exemple, je peux produire de l'hydrogène vert. Cet hydrogène vert par électrolyse. Je produis de l'hydrogène vert que je vais transporter. Là aussi, j'avais fait une conférence sur ça parce que c'est très compliqué le transport et le stockage. Je pense qu'on en a parlé hier un peu. On ne va pas revenir sur ça. Et puis, il y a le Power to X, c'est-à-dire je vais l'utiliser soit comme carburant, ça vous le savez, soit pour produire ce qu'on appelle la décarbonation du méthyle et éther, par exemple ici, si je dois à partir de CO2 et l'hydrogène produire du fuel, ça c'est votre domaine, hein, les gens qui travaillent justement sur la production du fuel à partir du CO2 et de l'hydrogène, ce qu'on appelle la décarbonation. L'Europe est intéressée principalement sur ça. Et puis le transport de l'hydrogène, plutôt avec l'injection du gaz, on ne va pas aller dans ces détails. Et puis, il y a toute la gestion optimale de l'énergie, voilà, de ce système. Ça, c'est le logiciel dont je vous ai parlé. Bon, parce que là, je n'utilise pas mon ordinateur pour vous montrer directement, on peut le simuler avec cette plateforme. Et puis, vient la chimie. Vous voyez que ici, c'est un système très complexe, puisqu'il y a ce que vous voyez en rouge et en bleu, et en vert, ce sont les différents phénomènes chimiques, électrochimiques, thermiques, fluidiques, voyez, et mécaniques. Et ça, évidemment, je dois tenir compte de l'ensemble de ces phénomènes. Je ne vais pas aller dans ces détails. Mais par contre, regardez, je prends un phénomène électrochimique. Exemple, je fais une partie uniquement. Vous savez qu'il y a un convertisseur électrique qui arrive et il y a 3 pertes. Ohmique, activation sur la cathode, activation sur la cathode. Alors ça paraît, mais regardez ce qui est en rouge, puisque c'est une résistance, elle va générer de la chaleur à cause de ces pertes. Et donc la question, et puis ce que vous voyez ici en vert, c'est évidemment la partie chimique, puisque je transforme l'énergie électrique en énergie chimique. Ce que vous voyez ici, le TF, c'est le transformateur. Ce que vous voyez en bas, A et Xi point, c'est l'affinité chimique et la vitesse de réaction. Et vous voyez bien ici, il y a de l'eau, H2O, qui rentre, avec d'abord la pression débit, transformation en élément chimique, c'est-à-dire je vais passer vers l'affinité chimique et la vitesse de réaction, avec l'ensemble des équations thermodynamiques qui me permettent d'avoir ça. Et ensuite, je produis derrière, évidemment, l'hydrogène et l'oxygène. Vous voyez qu'il y a ici 1, 2, 3, 4 phénomènes. Et j'utilise un seul langage. Et donc, mais ce qui est très compliqué, c'est cet exemple, cette résistance ohmique. Je ne vais pas aller ici dans les détails, mais la résistance surtout ohmique ou d'activation, je ne la connais pas exactement. Je connais qu'elle est égale à plus ou moins 20%. Si je ne la connais pas bien, je dois tenir compte de cette incertitude paramétrique. Voilà. Et donc, en tenant compte de cette incertitude paramétrique, je vais très rapidement, vous voyez par exemple ici, pour que vous compreniez, c'est un système un peu en équivalence électrique. Si vous avez une tension, une résistance, si j'ai un capteur de courant, vous avez un indicateur de faute que vous voyez ici, et vous voyez ce que vous voyez en rouge là, c'est l'incertitude paramétrique. C'est-à-dire, quand le résidu est à l'intérieur de cette incertitude, ce n'est pas un défaut. C'est comme chez le médecin. Le médecin, je pense, entre 37,4 et 36,6, il vous dit non, pas, vous n'avez pas la fièvre, c'est sans doute un problème d'erreur de mesure. Voilà, très rapidement, donc à partir de là, je vais générer l'ensemble de ces indicateurs de faute. Ensuite, je vais la mettre, tout ça en temps réel. Vous voyez? J'espère que la souris fonctionne. Voilà. Voilà, si vous voulez, je dois simuler des fautes, exemple, voilà. Ici, vous voyez ce que vous voyez en jaune et en rouge. C'est l'incertitude de l'ensemble des équations. Et ce qui est en bleu, c'est l'indicateur de faute.
il faut détecter une fuite de l'hydrogène. Dès qu'elle dépasse un certain seuil, il faut que je puisse avertir l'opérateur. Voilà, donc je fais un ensemble de fautes et ça me permet de... Alors, ça c'est important parce que c'est un système très dangereux, donc il faut tenir compte de l'ensemble de ces défauts, mais aussi de l'incertitude paramétrique pour avoir ce qu'on appelle un diagnostic robuste. C'est normal, quand vous allez chez le médecin, il faut qu'il vous dise, vous êtes malade ou pas. Et même si quelquefois, il y a des erreurs, il vous dit que vous avez telle maladie, alors que c'est faux. Donc, il faut ce qu'on appelle de la robustesse. Voilà. Et puis, si maintenant j'essaie un peu de conclure, parce que je suis peut-être un peu en retard, et puis ces derniers temps, vous voyez, nous, avec beaucoup de modestie, ce sont les doctorants qui font notre recherche. J'ai eu la chance d'avoir un Indien, un génie au sens propre du mot, qui m'a dit, non, monsieur... Là, mais à un certain moment, on a vu, c'est-à-dire, les internautes nous disent, quand on utilise que l'intelligence artificielle, il y a toujours des faux positifs, faux négatifs. Je veux qu'on utilise la connaissance pour aider l'intelligence artificielle à le faire. C'est ce qu'on appelle les approches hybrides. Et donc, cette approche hybride, en deux mots, hein, nous l'avons appelé BGCNN, comme bond graph CNN, donc ce sont tout simplement des méthodes d'apprentissage qui fonctionnent comme ça. Vous voyez, au lieu de donner à l'apprentissage des signaux issus des capteurs, on lui donne des signaux issus de ces résidus qui sont eux-mêmes générés à partir des équations. C'est-à-dire, on va, ce qu'on appelle, améliorer l'explanabilité du système. Parce que l'intelligence artificielle, bon, bien sûr, sur Facebook, c'est facile, c'est plutôt les chaussures que vous aimez ou les tricots, etc. Mais dans un process, quand elle n'a pas de connaissance, elle vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelquefois ça peut être faux, mais on ne sait pas pourquoi. Donc, on améliore cette explanabilité, ce que vous voyez ici, en mettant à l'entrée du système d'apprentissage les résidus, qui sont des signaux riches, au lieu que ce soit des capteurs. À partir de là, je peux isoler réellement l'ensemble de ces fautes. C'est les deux articles vraiment dans des publications plutôt d'informaticiens. Dans un journal d'informaticiens. On était fiers parce que quand tu vas dans un autre domaine en disant que votre intelligence artificielle c'est bien, mais il y a quand même des soucis, et toi tu viens du process, c'est toujours quelque chose d'intéressant d'un point de vue complémentarité scientifique. Et en effet, alors qu'est-ce qu'on a remarqué? Quand on utilise directement les capteurs, c'est très difficile de classifier les différentes fautes. Mais quand on met à l'entrée plutôt des résidus, regardez, toutes les fautes sont bien classifiées. Ça veut dire qu'on peut les distinguer. Il n'y a pas ce qu'on appelle des faux positifs ou des faux négatifs. Et c'est là où on a bien vu sur l'électrolyseur qu'on est capable. Parce que pourquoi? Il se peut qu'il y ait une faute, mais il faut bien la classifier pour savoir exactement quel était le type de faute sur cet électrolyseur. Je vais essayer de conclure. Donc finalement, si vous voulez, le génie des procédés est très complexe. Parce que c'est très simple en deux mots. Si vous prenez la mécanique, c'est couple-vitesse, force-vitesse. Avec ça, tu décris n'importe quel système mécanique. Si tu prends de l'électricité, tension, courant, tu décris n'importe quel système électrique. Mais en génie procédé, non. Quand tu as ce qu'on appelle le degré de liberté. Donc quand tu as un système en génie des procédés, tu as les deux variables, température, flux de chaleur, oui, mais ça dépend. Ça c'est en conduction. En convection, j'ai température, le flux d'enthalpie. En plus, il y a la chimie. Dans la chimie, il y a des phénomènes de transformation. Là, il faut en effet vitesse de réaction et l'affinité chimique. Voilà, donc tout ça, il faudrait qu'on tienne compte en génie des procédés. En plus, ce qui est très compliqué, c'est qu'il y a un couplage. Tout le monde connaît l'équation du flux d'enthalpie, qui dépend de quoi? Qui dépend du débit. Donc il y a un couplage entre les phénomènes hydrauliques et les phénomènes thermiques. Donc on passe à la thermofluidique. Donc c'est un système non linéaire. Voilà, c'est tout ça, la complexité du génie des procédés. Et donc, je vous dis, j'ai la chance de rencontrer un peu les gens qui sont très forts dans la partie génie procédé pour développer tous ces outils. Et donc, il y a et puis, ce sont des procédés à risque.
Et donc, si vous devez retenir le diagnostic ou bien la supervision à base de modèles, c'est le meilleur à condition d'avoir le bon modèle. Parce que quand j'ai un modèle, je n'ai pas besoin de faire l'apprentissage sur mon système réel pour que je puisse générer l'ensemble de mes algorithmes. L'inconvénient, il faut avoir un bon modèle, d'où quelquefois la nécessité de prendre en charge les incertitudes paramétriques. Les méthodes de l'IA, c'est très bien, mais il faut énormément de données. Ça, vous le savez très bien. Si on n'a pas beaucoup de données, on ne va pas aller très loin sur l'apprentissage pour être sûr de la robustesse du système de diagnostic. Et en plus, c'est un système black box, c'est-à-dire boîte noire. Je n'ai pas d'explanabilité, l'explication de ces phénomènes de système de diagnostic. D'où cet intérêt de faire une approche hybride, où j'intègre la connaissance pour améliorer l'apprentissage du système et lui donner une explication à chaque indication de mon système basé sur l'intelligence artificielle. Voilà, j'espère que j'ai pu tenir compte un peu le...